Ah, bonjour à tous, chers amis, je suis ravie de vous retrouver par ces temps un peu frais et vous verrez que on se plaint un petit peu du froid, ce n'est rien par rapport à tout ce que nous allons voir. Voilà. Alors, en fait, lorsque j'étais étudiante au lycée, donc au lycée, il y a déjà quelques 12 lustres, un professeur de géographie nous avait évoqué l'Ouzbékistan, la route de la soie, Tachkent, Samarcande. Et déjà à l'époque, ça m'avait fait un petit peu rêver. Et je me disais, c'est quand même extraordinaire cette route de la soie, c'est mystérieux, c'est étonnant. Comment est-ce qu'on peut voir un pays comme ça? Et puis j'avais entendu dire aussi qu'à Tachkent, dans cette région-là aussi, vivaient les hommes les plus vieux du monde, grâce au lait de chèvre, au climat. Et donc tout ça m'avait beaucoup intriguée. Et puis bon, c'est passé dans la vie, je n'y ai pas plus pensé, mais voilà, je l'avais un peu oublié jusqu'au jour où, par un hasard assez étonnant, en 1986, avec mon époux, nous avons eu l'occasion d'aller dans ces pays, au Kazakhstan, en Ouzbékistan. Et là, effectivement, j'ai compris pourquoi il y avait tant de mystère, tant de beauté, mais en même temps une certaine déception, si vous voulez, par rapport à tout ce que j'avais pu imaginer. En réalité, il faut connaître l'histoire pour arriver à comprendre, et c'est ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui. On parle beaucoup des routes de la soie, bien sûr, hein, on va le voir. Alors en fait, il faut remonter très loin, je vais vous demander quelques efforts peut-être de mémoire et vous rappeler les grands faits de notre civilisation et particulièrement les exploits d'Alexandre le Grand, donc entre 334 et 323 avant Jésus-Christ, donc 4e siècle avant Jésus-Christ, lorsque son ambition, sa capacité aussi militaire, son imagination et il faut peut-être dire aussi son intelligence l'ont poussé à essayer d'aller toujours vers l'Est pour trouver de nouvelles terres, faire de nouvelles conquêtes. Et c'est ainsi qu'en quelques années, il a réussi à développer un empire absolument phénoménal, puisque c'est un empire qui s'étend donc de la Macédoine, son pays d'origine, qui était en fait le nord de la Grèce, et qui va aller jusqu'à l'Indus, c'est-à-dire à quelques 6000 kilomètres presque de son point de départ, ce qui pour l'époque est absolument phénoménal. Et en même temps qu'il qu'il conquiert ces différents territoires, qui sont souvent très difficiles d'accès, bien sûr, géographiquement parlant, physiquement parlant aussi. Et il arrive à développer, à emmener à la fois avec lui sa propre civilisation, ses propres croyances, ses propres savoir-faire, j'allais presque dire ses propres moyens matériels de survie. Et petit à petit, en découvrant les autres territoires, eh bien, il va s'apercevoir qu'il y a d'autres façons de vivre, d'autres façons de penser, d'autres façons de croire. Et il avait une certaine ouverture, même une grande ouverture à ce niveau-là. Et il désirait énormément avoir une forme d'échange. Le mot paix n'est pas vraiment dans son langage parce que lui-même combat beaucoup et assez sauvagement, mais il voulait avoir une forme d'échange avec les pays qu'il traversait
parce il avait un petit peu une idée, on pourrait dire, un peu de mondialisation, hein, à l'époque. Et ce n'était pas un vain mot dans son action. Alors vous voyez, donc en partant de la Macédoine, ici, que vous connaissez, la Méditerranée, Mare Nostrum, diront les latins, le passage par Byzance, le détroit du Bosphore, et l'arrivée dans la mer Noire. Et quand on connaît l'actualité actuellement avec la presqu'île de Crimée qu'on appelait à l'époque le pont Euxin, vous voyez que les enjeux restent depuis fort longtemps et ce n'est probablement pas fini autour de ces régions, de ces mers et des échanges de ces peuples. Un peu plus loin, vous avez la mer Caspienne, dans laquelle aboutissent le Don et la Volga, qui viennent donc du nord de la Russie actuelle. Et puis la mer d'Aral, qui est au milieu des steppes, des déserts, et qui, par des phénomènes que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, d'assèchement, d'assèchement, est en fait en train de disparaître. Est-ce que c'est un phénomène définitif ou pas? Pour l'instant, on ne le sait pas encore. Toujours est-il qu'Alexandre, en fait, ne s'est pas risqué jusque dans ces lieux-là. Il a préféré, en fait, passer par des endroits qu'il connaissait déjà un peu, et puis après, s'aventurer à la fois par des voies un peu maritimes par l'extrême sud, et puis passer par des endroits beaucoup plus accidentés comme les montagnes de la Bactriane, du Gandhara, les déserts, etc. Et c'est d'ailleurs à cet endroit-là que la mort l'a surpris. Probablement excès en tout genre et surtout une fièvre qu'il aurait contactée là-bas. Voilà donc cet immense empire d'Alexandre, et vous voyez que les routes, entre guillemets, qui étaient utilisées à cette époque-là pour aller jusque là-bas, c'était à la fois des routes bien sûr terrestres, hein, je viens de vous en parler, mais aussi avec des échanges maritimes. Il n'y avait pas encore bien sûr le canal de Suez, mais le delta du Nil et Alexandrie était tout à fait connu, de même que les passages par les Babylones, par la Mésopotamie, hein, entre le Tigre et l'Euphrate, qui vont donner sur le golfe du Mexique qui est ici, le golfe Persique, et pas du Mexique, pardon, Persique, et qui aboutit après par le détroit d'Ormuz sur l'océan Indien. Bon. Voilà donc, je dirais, un peu poser l'idée hein, de cette évolution. Même s'il est probable, si ce n'est certain, qu'avant Alexandre, il y avait déjà des échanges entre l'extrême-orient et l'Occident. On n'en a pas de traces très précises, si ce n'est une sur laquelle on se penche encore aujourd'hui, des traces de fils de soie qui seraient sur des parties de bijoux en bronze que l'on aurait trouvé dans des tombes égyptiennes et qui dateraient peut-être du Moyen Empire, peut-être même au-delà. Et c'est encore relativement inexpliqué, surtout que ces petits morceaux de fibres de soie il est prouvé que ce sont des soies chinoises, parce que le procédé de dévidage de la soie chinoise est absolument unique, est resté unique dans le monde, si je puis dire, pratiquement jusqu'au XIe, XIIe siècle de notre ère. Donc ça reste un grand mystère qui n'est pas encore élucidé. Peut-être est-ce une soie, il y avait des bombyx déjà en Occident, qui se trouvait dans l'île de Kos, mais qui n'avait rien à voir avec le bombyx mori de la Chine. Donc, quelques mystères. Alors, comment est-ce qu'on arrivait à passer, entre guillemets? Bien, on a utilisé pendant longtemps, et on l'utilise d'ailleurs encore un peu plus pour le folklore aujourd'hui, mais malgré tout, le fameux chameau.
Le chameau, donc, c'est cet animal à deux bosses qui a une toison très, très fournie et qui a surtout une endurance extraordinaire et qui va permettre de traverser, alors non pas, on va le voir, les déserts d'Arabie, mais les déserts d'Asie centrale qui sont souvent des déserts extrêmement froids, ventés, et dans lequel les chameaux qui sont plus du sud, surtout d'Afrique du Nord, ne pourraient pas résister. Et c'est donc l'animal le plus tenace, je dirais, là-dedans. Il fait autour de 3 mètres de long, sur 2,40 m de haut. Il peut peser jusqu'à 400-500 kilos et il peut vivre jusqu'à 50 ans. Voilà, voilà, pour le moyen de transport, entre guillemets, le plus fréquent. Alors, vous voyez en haut ici, ce sont non pas justement des chevaux, mais des chameaux, mais des dromadaires. Ça se passe en Syrie, donc sur la côte méditerranéenne, et c'est la traversée des déserts justement d'Afrique et d'Arabie qui se font à dos de chameau. Le chameau étant à peu près de la même dimension, le dromadaire étant de la même dimension que le chameau, mais n'ayant qu'une seule bosse, qui est une bosse de graisse d'ailleurs, et ayant à peu près les mêmes performances à la fois physiques et de résistance que le chameau, les uns et les autres pouvant porter parfois entre 140 et 200 kilos de poids sur leur dos, ce qui est considérable, et rester jusqu'à un mois et demi sans boire. Voilà, donc c'était vraiment le mode de transport le plus courant et le plus utilisé dans les déserts d'Arabie avec cet animal-là. Et donc, vous voyez en bas, en revanche, les dromadaires qui sont donc les dromadaires qui sont toujours utilisés en fait jusqu'au XXe siècle et qui vont créer une certaine permettre entre guillemets tous les liens dans ces pays. Alors dans ces pays, dans tous les pays dont je viens de vous parler, toute cette Asie centrale, en fait, reliée à l'Occident oriental, pourquoi est-ce qu'on appelle en fait la route de la soie? Parce que la soie n'est pas l'unique produit que l'on va trouver sur la route de la soie, mais c'est un objectif quelque part au moins de départ. Et c'est aussi une des grandes monnaies d'échange qui va être utilisée tout au long de cette histoire qui va durer environ 12 siècles, 12, même un peu plus. Et donc le deuxième honneur que je ferai sur la route de la soie, donc c'est le cocon, la chenille du ver à soie que vous voyez en haut à gauche, qui n'est pas quelque chose de très ragoûtant a priori, mais qui a l'avantage de faire une des plus belles choses qui soit effectivement au monde et que nous ait donné la nature après, avec la transformation humaine, d'un produit absolument sublime et qui a l'avantage d'être apprécié et sollicité, voulu par le monde entier, par tous les pays du monde. Aujourd'hui d'ailleurs encore, la soie reste ce qu'on appelle une valeur sûre sur le plan du commerce. Et donc cette chenille du ver à soie a probablement commencé à être élevée, parce que c'est un élevage en fait, c'est ce qu'on appelle la sériciculture. Donc cette sériciculture, le mot ça survient des serres, c'était c'était la dénomination que donnaient les Romains aux Chinois, sans les connaître d'ailleurs, et avec tout le mystère qui était autour de cette fabrication qui va passer en Europe, en Occident, très, très tardivement. Les Chinois ayant très, très tôt conscience
que ce produit de soie était quelque chose de tellement extraordinaire qui crée une grande richesse dans leur pays. Donc, il fallait le protéger. Il y avait déjà donc un sens à la fois de l'organisation autour de cette fabrication et en même temps de la protection, parce qu'il fallait absolument que la soie reste dans leur capacité, fasse à la fois leur originalité, donc encore une fois leur richesse. Et vous avez en bas le travail de la soie des femmes de la cour du 8e au 13e siècle, parce que justement cette matière étant une matière noble dès le départ, le fil que l'on en tirait et les textiles que l'on en tirait après étaient quelque chose comme un trésor et ne devait pas être distribué dans le vulgum pecus, dans le peuple, et rester l'apanage en fait des cours. Donc, c'est en bas, en fait, ce sont des dames de la cour, hein, la femme de l'empereur et les dames de la cour qui travaillent la soie. Et vous voyez qu'il y a plusieurs étapes. Lorsque les cocons, après avoir été mis au chaud, dans ce qu'on appelle d'abord la graine, les petits œufs du ver à soie, sont mis au chaud sur des feuilles du mûrier blanc. Et au bout de quelques semaines, ce petit œuf se met à faire une chenille. La chenille, ensuite, va, pour se protéger son développement en papillon, va s'entourer d'une salive qu'elle va sécréter en faisant un cocon. Ce fil, en fait, est fait à la fois de salive et d'une forme d'enveloppe, quelque part, de cellulose. Et l'extraordinaire chose de la nature, c'est que ce fil est en continu et que le cocon n'est pas étant fait à peu près en moyenne dans le Bombyx mori, peut faire jusqu'à 1000 mètres de fil, parfois même davantage. Mais il ne faut surtout pas que le papillon, la chrysalide, qui va venir après, troue le cocon pour sortir. Donc, on étouffe le cocon, la chrysalide qui est dedans, en la plongeant dans l'eau bouillante. Tout ça prend un certain temps, bien sûr. Et c'est le geste que vous avez ici de cette femme qui plonge les cocons donc dans l'eau bouillante. Et elle commence à tourner, à touiller, si on peut dire, avec cette spatule en bois pour le fil, attraper les fils qui commencent à se dévider à la chaleur. Et à partir de là, les fils sont mis petit à petit en écheveau, c'est ce que vous allez voir ici, et puis ensuite ils sont tissés. L'avantage du fil de soie, c'est qu'il n'a pas besoin d'être filé comme la laine ou d'autres matériaux. Voilà, donc ça c'est la base. Les Chinois ont mis des techniques au point extraordinaires justement sur ce travail, et en particulier ils ont inventé le rouet. Hein, tout le monde se souvient des rouets qui permettaient de tendre le fil et de le mettre en bobine ou en écheveau. Donc, c'est vrai que leur invention est assez extraordinaire, et ils ont même inventé vraiment un métier. Ils n'ont pas inventé le métier à tisser. Les métiers à tisser sont extrêmement anciens et ne sont probablement pas chinois, mais probablement plus de l'Europe de l'Occident, du Nord, et daterait de 7000, 7500 avant Jésus-Christ, on n'en est pas totalement certain, mais il n'empêche que le métier à tisser la soie a de nombreuses particularités. Et c'est une chinoise, là, du nom de Huang Dapo, qui l'a mis au point, inventé quasiment. Et c'est le départ de ce qu'on appelle le métier à la tire. Et c'est encore
je dirais, les principes aujourd'hui, même mécanisés, même transformés, etc., datent de le principe même du tissage, c'est-à-dire avec la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne, le fil en long, hein, qui est tendu entre les bois, et ce qu'on appelle la trame avec la navette, qui va passer, vous voyez, en travers de ces fils, avec ce qu'on appelle une armure, c'est-à-dire qu'il va sauter un certain nombre de fils, un dessus, un dessous, ou de dessus, de dessous, ou de à droite, de à gauche. On va introduire d'autres navettes pour faire des motifs, d'autres couleurs. Bref, c'est la base même du tissage. Et si bien que pendant que nous, vous voyez, en 2e siècle avant Jésus-Christ, tout l'Occident était encore non pas habillé de peau de bête, loin de là, mais était habillé de laine pour la plupart, un peu de lin dans la partie grecque de l'Occident, mais et chez les Romains également. Les Chinois, vous voyez, faisaient eux déjà des soieries extraordinaires et commençaient à savoir à teindre les fils de façon à faire des tissages avec des motifs d'une très 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 grande virtuosité. Et il y avait ce qu'on appelle l'impression, hein, d'un textile, pouvait aussi éventuellement se faire avec des sortes de stencils, c'est-à-dire des parties, des plaques de bois avec des trous, entre guillemets, qui laissaient passer la teinture dedans. Mais c'était donc un début d'impression, et nous ne saurons faire cette impression-là qu'au 17e et 18e siècle. Vous voyez, il y a donc, c'est assez extraordinaire, et bien sûr, c'est normal que les Chinois les protégeaient. De même, le principe du tapis, qui nous viendra aussi d'Asie centrale et de Chine, est fondé exactement sur le même principe de tissage, et relève d'une virtuosité fantastique. C'est ainsi qu'on a retrouvé, bon, c'est l'un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien, c'est un tapis pasirique du 5e siècle avant Jésus-Christ, qu'on a retrouvé dans des tombes, donc en Sibérie, parce que la Sibérie étant très froide, et dans les tombes, il n'y avait pas de champignons, et qui pouvaient s'incruster, ni d'insectes qui pouvaient s'incruster dans les tombes, et la matière est restée quasi intacte. Et quand on voit les couleurs et le type de tissage, c'est assez extraordinaire. Et on voit quelque chose aussi sur ce tapis, ce sont les animaux qui sont représentés, voyez. Ici, il y a une sorte c'est un cheval, là, vous avez des chevaux. Ici, c'est plutôt des yaks, en fait, on va le voir après, que des chevaux. Et déjà, vous voyez, un harnachement, c'est le cas de le dire, des chevaux, qui est assez impressionnant pour cette période, qui était quasiment totalement inconnue dans nos contrées. Alors, la soie a commencé donc à être exportée en Occident, mais sous quelle forme? Nous, on imagine toujours la soie transportée, on voit dans les magasins de tissus, enfin il y en a moins maintenant, mais on voit la soie sur des rouleaux, on n'imagine pas du tout, on n'imagine pas des milliers de rouleaux sur le dos des chameaux. Donc la soie, en fait, elle était mise vous voyez, sous cette forme qu'on appelle des écheveaux, donc le fil de soie. Ici, il est blanchi, ici, il est brut. C'est ce qu'on appelle la soie grège, c'est-à-dire à l'état de couleur naturelle. Et vous avez ici en dessous l'aspect floconneux, c'est-à-dire une fois que ça a été tissé, peigné, etc., il reste ce qu'on appelle une bourre, et cette bourre était donc de moindre qualité, elle était utilisée
pour mettre à l'intérieur entre deux couches de vêtements pour faire des vêtements très chauds. C'est ainsi que dans toute la Chine, encore aujourd'hui, les vêtements dits matelassés, le matelassage, est fait souvent avec de l'intérieur de bourre de soie qui est extrêmement chaude et légère tout en même temps. Et là, vous avez à côté ce qu'on appelle des soies sauvages, c'est-à-dire ce sont des soies qui ont été obtenues à partir de cocons, soit qui ont été percés par mégarde, soit qui étaient de moindre qualité et dont les fils étaient un peu plus bourrus, un peu plus épais. Et ces écheveaux de soie donc étaient mis dans des grands sacs, des très grands sacs en cuir pour voyager. Alors ici, vous avez quelque chose justement, ce qui n'est pas de la soie chinoise, qui est quelque chose d'absolument exceptionnel, qui se fait encore un tout petit peu en Syrie, sur des côtes italiennes. C'est le byssus piné, c'est-à-dire que c'est une sorte de soie en fait qui est faite à partir, vous voyez la fibre là, et qui est faite à partir, vous vous souvenez, il y en avait beaucoup même sur nos côtes, il n'y en a quasiment plus maintenant puisqu'elles sont interdites complètement, les grandes nacres qui étaient plantées, donc la pointe dans le bas, dans les rochers ou dans le sable, et qui s'agrippaient à leur support avec une espèce de grosse frange. La même chose d'ailleurs, si vous voulez, lorsque vous mangez des moules, hein, tout simplement, il y a donc cette espèce de chevelure qui sert d'accroche, et c'était utilisé donc par les Syriens notamment pour faire ce tissu, ce fil magnifique dont la couleur est dorée, on avait l'impression en fait que c'était de l'or. Il a été parfois exporté justement de la Méditerranée vers la Chine en présent, en tribu, puisqu'on va expliquer pourquoi la soie aussi pouvait être utilisée. Mais ça reste, je dirais, un épiphénomène malgré tout. Mais il faut savoir que en Occident, on produisait aussi des choses assez étonnantes. Alors, donc cette progression vers l'ouest a fait que de nombreux peuples qui n'étaient pas encore chrétiens à l'époque, nous sommes dans les premiers siècles avant Jésus-Christ, après bien sûr Alexandre, tous ces peuples-là ont été, comme la guerre est un état endémique hein, partout, ces peuples, en fait, ce sont des peuples des steppes, se sont plus ou moins réunis, et il y a un empire qui est né, c'est ce qu'on appelle l'empire couchant, hein, ici, qui regroupe, vous voyez, des territoires depuis, en gros, l'Iran ou l'Irak actuel, et qui vont jusqu'à la Chine, au-dessus justement des grandes montagnes de l'Himalaya. Et cet empire est un empire extraordinaire parce qu'il a commencé à faire une sorte de symbiose, de syncrétisme religieux. Les prisonniers qui étaient venus, qui avaient été amenés là après la bataille de Carès, où Crassus avait perdu le triumvirat, vous vous souvenez, le triumvirat, Crassus, Pompée, César, dans les années 50 avant Jésus-Christ, les Perses avec lesquels la Grèce était toujours en guerre, et les Romains aussi par la suite, il fallait venir les pacifier, et il était venu, donc Crassus avait été envoyé par le Sénat dans cette région pour
essayer d'écraser les Perses. Et puis, il s'était fait démolir, notamment parce que les guerriers des steppes étaient armés, on va le voir après, de nombreuses flèches, et bon, les Romains ont été décimés. Et il y a 10 000 Romains mercenaires qui ont été envoyés dans ces régions-là, dans la région du sud du Pamir, et qui avaient amené avec eux, bien sûr, les religions grecques de l'époque, les polythéismes, les déesses, etc. Et tout ça a fait une sorte de melting pot, de mélange, de syncrétisme religieux. Et les empereurs couchants se sont aperçus, en fait, que c'était très bien d'avoir un syncrétisme religieux, parce que les religions, lorsque elles étaient ouvertes, partagées, non imposées, elles permettaient de faire du commerce. Assez curieusement, ça faisait partie de la géopolitique. Et c'est toujours le cas d'ailleurs finalement aujourd'hui quand on y réfléchit, à de moindres mesures. Et cet empire a été extraordinaire parce que vous voyez que à côté, on a commencé à utiliser la monnaie, la monétarisation, et ces monnaies représentent, c'est vraiment un mélange étonnant entre les inscriptions grecques, les représentations à la fois à la grecque, mais déjà très, très persanes dans leur esthétique. Et il y a ces monnaies, justement, sont très, très symboliques, je dirais, de ce mélange. Et ce sont parmi les premiers à avoir fait des monnaies, d'ailleurs, d'électrum. C'est un métal qui se trouve, l'or se trouve partout dans le monde, mais l'électrum est un mélange d'or et d'argent. Et selon le titrage, bien sûr, il a plus ou moins de valeur. Et donc cet empire a été très, très syncrétique justement à ce niveau-là. Et vous voyez que ce qu'on appelait le gréco-bouddhisme, le bouddhisme était déjà en place, donc dans ces pays, commençait à être en place. Le bouddhisme date d'à peu près du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et il y a des mélanges de représentations qui sont absolument extraordinaires. Vous voyez qu'ici, on a des déesses, des dieux et des déesses qui ont des caractères à la fois bouddhiques et grecs en même temps, ici également. Et si vous voyez là, de la même façon. Et on a même un vers ici que l'on a retrouvé en Bactriane, qui est un vers d'origine syrienne, donc romaine. Et il y avait donc déjà tous ces échanges qui étaient non seulement des échanges matériels, mais qui étaient également des échanges culturels. Et on continue là dans le même esprit. Vous avez ici une représentation de Bouddha, et à côté vous avez un Hercule grec, ici un petit Hermès d'ailleurs, et une représentation très 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 étonnante de deux moines, en fait. Un moine ici qui est d'origine occidentale, vraisemblablement chrétien, peut-être nestorien, puisque c'est une forme aussi du christianisme, et un moine bouddhiste. Donc vous voyez, ils sont à côté dans les mêmes couleurs, et c'est extrêmement symbolique de cela. Pareil, là vous avez une déesse dont le torse est représenté un petit peu à la grecque, avec le drapé jusqu'en bas du nombril. En revanche, elle a une coiffure qui fait ressembler un peu au bonnet phrygien, en fait. Et vous avez là en dessous un alphabet sanskrit, un alphabet grec, qui montre bien que ces deux alphabets ont été utilisés dans l'Empire couchant, et que ça permettait un grand échange culturel, notamment parce que la religion le bouddhisme comme le christianisme sont ce qu'on appelle des religions du livre, c'est-à-dire qu'elles sont fondées sur des écrits qui rapportent les paroles et les pensées de celui qui les a créés.
Et comme il fallait, dans beaucoup d'endroits, il n'y avait pas de langue écrite, mais uniquement des langues orales, l'alphabet, créé sans doute par les Phéniciens, et a simplifié beaucoup le travail d'expansion, je dirais, à la fois des religions et autres. Et de même au niveau de ces échanges, la notion qui dérive d'ailleurs des religions, c'est pour ça que je l'ai placée là, la notion de soin et la notion d'immortalité est une question obsédante pour tous les pays du monde, est une valeur, je dirais, universelle. Et les Grecs avaient réussi à mettre au point la médecine des Grecs, donc en gros entre le 6e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Ils avaient mis au point un remède que l'on va utiliser d'ailleurs pendant au moins jusqu'à la fin du Moyen-Âge, qu'on appelle la thériaque, theriaca en latin. Et cette thériaque, en fait, est un mélange, vraisemblablement, d'une cinquantaine au moins de 50 produits issus à la fois du monde minéral, du monde animal et du monde végétal. Et il y avait quand même beaucoup d'opium dedans, hein. C'est un peu pour ça qu'il avait quelques pouvoirs sédatifs. Et cette thériaque a été très, très, très demandée, justement, jusqu'au bout de l'Extrême-Orient, par les empereurs chinois, parce qu'ils pensaient que c'était un produit qui permettait une très très grande longévité, voire l'éternité, ou dans le christianisme, c'est fondé sur l'espoir de la résurrection et de l'éternité après, sous une forme probablement différente d'une forme physique. Bien qu'on ressusciterait, entre guillemets, à l'âge de 33 ans. Mais en Chine, les versions notamment du zoroastrisme, qui développait beaucoup le culte des ancêtres, pensait effectivement, avait mis cette forme de réincarnation. Et la réincarnation est une forme effectivement de résurrection successive. Et tous les hauts placés, notamment les souverains, rêvaient de pouvoir vivre le plus longtemps possible, vivant le plus longtemps possible et faisant le plus de bien possible. Ils se réincarneraient de mieux en mieux et de plus en plus sains et savants. Donc cette thériaque, en fait, à la base, ses vertus principales, c'est un contrepoison contre les serpents, les scorpions, toutes les morsures, les morsures des chiens, etc., toutes les morsures diverses et variées. Et paraît-il, elle était assez efficace. Et cette thériaque a été, donc, c'était en fait un médicament quasi universel. Et vous voyez son type de préparation avec tous les ingrédients qui sont restés plus ou moins secrets et qui pouvaient d'ailleurs être modifiés. Un petit mot d'ailleurs là-dessus aussi sur le sérum de longévité, la poudre de longévité. Il y a eu beaucoup de charlatanisme là-dedans et notamment beaucoup de produits qui en fait ont achevé plus rapidement les personnes qui le prenaient que ce qu'elles les ont prolongé. Il y avait parfois du mercure dedans, donc on connaît les conséquences terribles de la prise du mercure aujourd'hui. Et je vous parlais de la thériaque, mais la thériaque, il y a aussi dedans de nombreux autres produits qui ont été utilisés pour la médecine, et c'est le début justement de l'utilisation, par exemple, le gingembre et tous les
les produits, les poudres d'aromates, quelles qu'elles soient, le poivre et autres, ont été longtemps échangés parce que les vertus étaient autant thérapeutiques, médicinales que aromatiques. Alors, donc, on revient à travers, je suis désolée, je fais un petit saut là, on revient à travers cette image à la suite, c'est-à-dire qu'on revient à la soie. Et la soie, donc, avait été largement importée, mais sous la forme que vous avez vue tout à l'heure, elle était importée et dans les pays de la Méditerranée. Et il s'est trouvé qu'au cours des échanges dont je viens de vous parler, Est-Ouest, entre guillemets, beaucoup de secrets, entre guillemets, de tissage, notamment, sont arrivés en Méditerranée par l'intermédiaire soit des razzias, donc on importait en même temps qu'on faisait des conquêtes, on ramenait des personnages qui savaient, qui avaient des savoir-faire et toutes sortes de gens instruits dans tous les métiers, dans toutes les sciences. Et on a amené beaucoup de tisserands, notamment, qui étaient installés en Syrie et qui avaient des savoir-faire absolument fabuleux. Et ils faisaient ce type de soie, de tissage, qui est entre la tapisserie, en fait, et le tissage traditionnel, et qui avait énormément de succès en Méditerranée. C'est ce qu'on a appelé les soies coptes. Le mot copte, d'ailleurs, étant le mot grec du mot égyptien. Et ces soies, vous voyez, ce sont plutôt des médaillons, des bandes, des carrés, des ronds et autres. Et parce que les métiers à tisser étaient d'une part relativement étroits, donc ne permettaient pas de tisser des très très grandes largeurs. Les fils étaient extrêmement chers. Et on était encore dans l'utilisation courante de la laine et du lin, voire du coton aussi, pour les vêtements de tous les jours, les vêtements non. Et on commença donc à enrichir les vêtements de base qui étaient fondés sur la tunique, hein, la tunique ou le vêtement drapé. On commença à enrichir ces vêtements en appliquant ou en rebrodant ces motifs là-dessus. Et ça a permis d'avoir des vêtements plus beaux, hein, et en même temps, c'était une forme de puissance parce que c'était des produits extrêmement chers, extrêmement rares. Et donc, il n'y avait que les plus riches qui pouvaient le faire, bien entendu. Le rouge, d'ailleurs, que vous voyez ici, est sans doute originaire de la fameuse pourpre de Tyr, qui n'était pas très loin, donc en Syrie, et qui était extraite donc du fameux Murex brandaris, le coquillage qu'on pêchait sur les côtes syriennes, et qui permettait d'avoir ces rouges assez extraordinaires. Mais il y a eu aussi d'autres teintures rouges. Alors, les Romains, justement, vous voyez, ont utilisé, là vous avez une représentation pas originelle, bien sûr, mais du Sénat romain, qui, pour se distinguer, justement, utilisait les fameuses bandes, qui étaient des bandes de pourpre, vraisemblablement en grande partie en soie, et c'était un privilège cher, donc effectivement, on le montrait, et les sénateurs avaient les fameuses toges blanches avec ce qu'on appelait les laticlaves, hein, les claves de côté qui étaient rouges. Et là, vous avez une déesse qui est représentée ici avec des voiles absolument sublimes, qui est en fait de la mousseline de soie. Et parce que la soie, donc fameuse écheveau, lorsqu'elle était tissée,
on pouvait, ce qu'on appelle, ourdir le fil et en faire un fil extrêmement fin, et qu'on avait appelé d'ailleurs après la mousseline du mot d'ailleurs de la ville de Mossoul, qui avait commencé cette technique. Et on avait comme des gaz, vous voyez, des gaz extrêmement légères et autres, qui couvraient à peine le corps, et, mais qui valaient 10 fois leur poids en or. Et c'est un grand drame chez les Romains parce que, effectivement, lorsque l'or des Romains partait pour acheter ces soies, les Pline, hein, Pline l'Ancien, Sénèque, Strabon, tous ces auteurs et chroniqueurs se plaignaient du drame que cela entraînait à Rome, qui faisait fuir toutes ces devises, on ne sait où, au pays des Serfs ou en Perse. On enrichissait les Perses qui étaient a priori des ennemis, alors que, et pour tout ça, pour que les femmes se mettent des toiles, des voiles sur le corps complètement transparent, et que ça fasse des scandales, exactement, vous vous en souvenez, comme Joséphine de Beauharnais se baladait sur les Champs-Élysées après la Révolution en robe de gaze transparente, etc. Donc, nil novi sub sole. Et le grand passage de ces produits, entre guillemets, c'était Palmyre et c'était Pétra. Et Pétra, tout le monde le connaît en Jordanie, en fait c'était un repère, à la fois une sauvegarde et un repère, hein, on rentre par ces fameux couloirs dans la roche, et elle était donc sur cette route de la soie en plein désert. Et Palmyre, elle, était un centre, vous voyez où est Palmyre, donc dans le nord de la péninsule arabique. Et elle était en fait romaine, mais elle était aussi, elle, d'un syncrétisme, d'un mélange phénoménal, à la fois sur le plan esthétique, des mœurs et autres. Et elle était un carrefour considérable de ces rencontres de caravanes. On sait malheureusement dans quel état elle est suite aux divergences politiques, religieuses, etc. Et c'est pour ça que Byzance, donc Byzance qui était Constantinople aujourd'hui, que Byzance en fait a elle aussi été un carrefour d'échanges de ces soies notamment, et en a fait une richesse considérable parce qu'elle a surtout créé énormément de textiles d'une richesse phénoménale, et elle les vendait à prix d'or dans tout le monde occidental, et y compris d'ailleurs pour les plus sauvages d'entre eux, qui étaient les peuples barbares qui sont venus conquérir les Indo-Européens en particulier, qui sont venus conquérir tout le sud de l'Europe, les parties sud de l'Europe. Et vous voyez que les dessins, on retrouve un petit peu les mêmes principes, c'est-à-dire l'utilisation des animaux, très symbolique ici avec ce sont des lions ailés qu'on retrouvera d'ailleurs en Mésopotamie, qui viennent en fait des Achéménides, c'est-à-dire des peuples qui sont entre le Tigre et l'Euphrate dans l'Iran actuel, et qui vont dans toute la Méditerranée être utilisés. Et le principe, c'est l'adossement des deux motifs, et ils sont soit affrontés, soit adossés. Et pareil dans celui-là. Et on retrouve ici quelque chose d'intéressant, c'est la représentation du cheval avec le guerrier dessus en train de faire la chasse, qu'on a vu tout à l'heure sur le tapis de Sibérie. Vous voyez que tout ça voyage quand même énormément. Et on a l'entourage ici, ce qu'on appelle les médaillons, qui sont perlés et avec des motifs qui sont entre l'animal et la fleur qui les entourent. C'est d'une richesse et d'un savoir-faire phénoménal. Et
si vous allez à Lyon, je vous conseille d'aller voir le musée des tissus, parce qu'il y a des soieries superbes, extrêmement anciennes, dont celle dans les soieries sassanides, et le manteau que vous voyez ici reprend exactement ce type de motif. Donc ici, vous avez un motif que l'on va reprendre, qui va être repris aussi, et qui est ce qu'on appelle le Senmurv. C'est une sorte d'animal un peu fantastique, qui n'est pas vraiment le griffon, hein, mais qui est une sorte de coq mélangé un peu du chien, de la sirène, et couronné, bien sûr, hein, couronné de perles et de motifs. Ce sont, en Europe, en fait, ce sont des tissus qui ont été répandus. On est ici dans la première partie des siècles, entre le 1er et le 10e siècle. Oui, au moins plus que le 1er, le 4e et le 10e siècle. Et ces soieries très luxueuses sont un peu en contradiction avec la symbolique de la chrétienté, du christianisme, qui prône une certaine sobriété dans la mise, et sortie des souverains de la cour et autres, c'est très mal vu d'être habillé trop richement. Donc on va contourner cette chose-là, et les splendides soies byzantines, en fait, vont être offertes, un peu comme des indulgences, si vous voulez, dans les grandes églises et cathédrales occidentales. C'est ainsi qu'on va les retrouver dans des tentures, dans les cathédrales, dans les églises, et on va en entourer aussi énormément le corps des saints, qui sont entourés qui sont enterrés dans les lieux dans des sépultures autour des églises ou des monastères, et c'est comme ça qu'on les a souvent retrouvés. C'est quand même curieux que ces magnifiques soies finalement finissent dans des tombes, mais bon, ça nous permet de les revoir. Et là, vous avez pareil encore des soies sassanides et byzantines, puisque le principe, vous voyez, du perlé ici, et de la séquence des individus soit retrouvé, pardon, ah, là, je suis allée un peu trop vite, va se retrouver dans toutes les soies, donc créées dans les régions méditerranéennes. Et on a ici une apparition, je suis allée un petit peu vite, mais c'est pas grave, on y reviendra. Les rois mages de la mosaïque de San Vital à Ravenne, donc en Italie, 6e, 7e siècle, c'est une première représentation de ces trois mages, en fait, qui sont d'origine vraisemblablement persane, et on commence à avoir des écrits dans la chrétienté. Ils n'ont pas eu vraiment véritablement d'existence ni dans les évangiles, ni dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et ce n'est qu'à partir de cette époque-là où on commence à utiliser l'idée du tribut, c'est-à-dire de l'offerte, si vous voulez, à un souverain. Le tribut, c'est un cadeau, c'est un présent, un très beau présent que l'on offre à un souverain en lui disant « je suis votre obligé », entre guillemets, « je suis votre vassal, je vous reconnais comme mon supérieur », etc. Et cette idée justement de la présentation de ces offrandes va faire son chemin d'ailleurs, et on verra jusqu'où elle va nous mener. Et ici, les rois mages, vous le savez, après Gaspard, Melchior et Balthazar, leurs noms sont vraisemblablement plus récents que cette représentation, quoique elle est d'origine perse, hein. Et ils présentent chacun l'encens, l'or, l'encens et la myrrhe.
Certains ont mis en doute d'ailleurs ultérieurement la présence de l'or, qui était le présent aussi par définition, mais ça pouvait être quelque chose de très important, qui était l'ambre jaune. L'ambre jaune étant une sorte de résine qui venait de la mer du Nord, notamment de la Baltique, et qui arrivait à très grand prix dans les pays du Sud, et encore à plus grand prix, bien sûr, en Extrême-Orient. Et l'encens et la myrrhe, ça me permet de vous expliquer au passage, elles venaient toutes les deux des bords de la mer Rouge, d'un côté vers l'Éthiopie et de l'autre côté de l'Arabie. Ce sont des plantes qui produisent une sorte de résine qui est huileuse et qui peut être brûlée très facilement. Et le fait qui est utilisé à la fois pour parfumer et puis en même temps pour lancer dans l'air une sorte de fumée justement qui peut atteindre le ciel et peut atteindre les dieux. Et cette idée de communication avec justement avec les puissances d'en haut a toujours été utilisée absolument dans toutes les religions. Et jusqu'en Chine, en particulier dans le bouddhisme, et c'est retrouvé beaucoup dans les rites de la religion chrétienne, où c'est toujours utilisé lors de certaines cérémonies. Il y a l'encensoir, ce mot vient de là. Les soies vont continuer la soie va continuer d'être exécutée donc chez nous, et on a ici ce fameux lampa, ce fameux manteau de Roger II de Sicile qui date donc du 1234. Et lorsque les Normands ont envahi la Sicile, il y avait encore beaucoup d'autres civilisations, dont la civilisation arabe qui était déjà implantée. Et c'est un mélange très intéressant, puisque vous avez les motifs donc adossés ici, les deux lions adossés qui sont en train de dévorer des dromadaires et qui s'attaquent à des dromadaires. Et vous avez le palmier, bien sûr, qui est une symbolique très grande aussi. Et tout autour, vous avez ce qu'on appelle une écriture koufique que l'on trouve là, c'est-à-dire une écriture cursive qui est ici en arabe. Et c'est donc pour un roi chrétien. Donc c'est ces fameux tisserands aussi, qui étaient venus là, peut-être pas toujours de leur gré, mais voulaient bien marquer que leur suggestion, je dirais, à la puissance des nouveaux rois chrétiens, en inscrivant là l'écriture koufique signifie les tisserands arabes ont fait cette chape pour le roi, pour la plus grande félicité du roi Roger II. Voilà. C'est étonnant. Voilà. Alors ici, on revient à la Chine d'ailleurs, parce que la Chine s'est trouvée confrontée depuis les temps les plus reculés à ce qu'on appelle les xiongnu. Ce sont des hordes, entre guillemets, à cheval, un peu sauvages, qui sont en général des nomades, qui vivent dans des régions extrêmement, vous voyez le lac Baïkal là-haut, on sait que Irkoutsk est un peu au-dessus, et en ce moment au lac Baïkal, il fait quelque chose comme moins 30 à peu près. Donc ils venaient de régions très froides et ils n'avaient de cesse d'attaquer l'Empire chinois, si bien que les Chinois ont commencé à prendre peur très largement, n'arrivaient pas à les vaincre, et ont commencé à construire, dès le 2e siècle avant Jésus-Christ, ont commencé cette fameuse grande muraille célébrissime, qui fait quelques milliers de kilomètres,
au nord de la Chine, vers le Xinjiang, et qui a permis effectivement de protéger en grande partie contre l'attaque de ces Xiongnu, et qui existe toujours aujourd'hui, qui est devenu non seulement un symbole, mais un lieu à la fois de pèlerinage, de tourisme, etc., mais qui a demandé à être super entretenue. Maintenant, elle est en pierre, elle était au départ en pisé, et donc moins solide, mais c'est intéressant dans la mesure où effectivement l'idée du gigantisme de la protection est très, très évoquée dans cette démarche. Vous avez donc là des cavaliers qui sont après les cavaliers mongols, qui étaient exactement les Xiongnu, tels qu'on a pu les voir. Ils avaient pour eux deux avantages contre les Chinois, c'est qu'ils avaient de très, très, très bons chevaux, hein, que vous voyez ici. Ils avaient des cavaliers aguerris, et ils avaient un arc et des flèches. C'est probablement eux qui ont mis au point cet arc dit brisé, qui décuplait la force de lancer, et qui, grâce à un nombre de flèches dans les carquois qui étaient en quantité énorme, ils avaient réussi à faire des flèches avec des bouts d'acier coulé, d'acier fondu. Et grâce à cette dextérité, à la fois à cette rapidité, cette célérité que leur donnait le cheval, ils arrivaient à faire des attaques en permanence, et c'était terrible pour ces peuples-là. De même, vous voyez, la chasse aux faucons, ils étaient des grands chasseurs. Les types de chevaux, justement, un cheval de Mongolie, les chevaux des Yongzhou, les chevaux arabes aussi, et les Chinois n'avaient pas ces chevaux. Et on pense d'ailleurs qu'ils n'ont jamais été capables d'en avoir de très très bons, parce que c'était une question de nourriture. Dans les Yongzhou, ils avaient ce qu'on appelle la luzerne, hein, qu'aiment beaucoup les chevaux. Ils ont été obligés de l'importer, mais ça n'a jamais bien pris en Chine. Un chabrak, c'est-à-dire une sorte de tapis en fait qu'on mettait sur le bas du cheval, et qui permettait qui était beau à la fois, très riche. Les chevaux étaient aussi importants que le reste dans toute la vie des Mongols. Et cette route de la soie continue toujours, hein. Là, on est déjà au XIIe siècle, mais elle continue. Et il y a un embryon, je dirais, ici, de cartes avec des haltes, hein, qui permettaient aux caravanes de se reposer, de changer d'équipage, de vendre également, parce que rares sont les... Vous voyez, on est ici. Rares sont les caravanes, en fait, qui faisaient, bien sûr, du départ d'Antioche, d'Alexandrie ou de la Crimée, et qui allaient jusqu'à Zhang'an, au bout de l'est de la Chine, d'une seule traite, parce que dites-vous bien qu'un produit, lorsqu'il partait d'Occident et qu'il arrivait en Chine, il pouvait se passer, non pas des mois, mais il se passait couramment 3 ans minimum. Parfois, ça pouvait même mettre davantage. Donc, il y avait quand même quelque chose comme 11 000 kilomètres. Cette distance ayant été calculée à quelque chose près par Ptolémée, qui était donc le défenseur le successeur des premiers Ptolémées du général d'Alexandre, qui avait hérité de l'Égypte, et qui était donc la dernière dynastie des souverains égyptiens, avec la dernière qui était Cléopâtre. Donc Ptolémée, un des Ptolémées, au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, avait eu l'idée et a mis au point son idée, qui était la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Et c'était un savant notoire, et il était persuadé qu'il y avait quelque chose de l'autre côté
là-bas, et il a envoyé un émissaire grec d'ailleurs pour faire ce voyage et essayer de comprendre par où il fallait passer, qui c'était, comment il vivait et autres. Et c'était un grec donc qu'il a envoyé là-bas et qui est revenu et qui mesurait, essayait autant que faire se peut, les distances, et c'est lui qui a déterminé à peu près la distance, donc Europe-Occident, et c'est assez phénoménal quand on connaît les moyens de l'époque. Alors, il y avait un endroit qui était absolument terrible pour passer, qui était le fameux désert, ici, que l'on voit, du Taklamakan. Ce Taklamakan, c'est un désert du nord, c'est-à-dire que ce n'est même pas une steppe comme on a au-dessus ici dans l'Altaï et autres, c'est vraiment un désert de dunes glacées, complètement glacées, sec, immense, et qui a des températures totalement extrêmes, on peut arriver à des températures comme 45, 46 et moins 20 lorsqu'on est en hiver, puisqu'on est entre deux chaînes de montagnes, entre les monts Kouloun ici qui sont au-dessus du Tibet, et on est dans toute une autre chaîne, qu'on appelle les chaînes du Pamir, hein, vous voyez ici, Pamir, et qui sont absolument redoutables à passer, mais il n'y avait pas d'autres endroits pour passer. Donc on suivait en fait, là vous avez Bukhara, Tashkent, et on passe par Samarcande, et là on commence à rentrer dans des détroits de montagne, et on fait le tour, soit d'un côté, soit de l'autre, parce que le milieu, Taklamakan, ça veut dire en ouïghour, c'est-à-dire le pays d'où on ne revient pas. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des oasis, notamment Dunuang, dont on va reparler ici, mais ces oasis étaient séparées de plusieurs centaines de kilomètres et c'était dramatique de devoir passer là-dedans. Vous voyez, donc les dunes gelées dans le Taklamakan, vous voyez une mer de dunes glacées, c'était absolument terrible et il fallait passer par là. Et on a donc ici, dans la vallée de Fergana, qui est la vallée d'entrée dans le Pamir, vous voyez, ça sont des tombes, des tumuli, le nombre de gens qui sont morts, bien sûr, là-dedans, c'est innombrable. Et ces immenses montagnes hein, que l'on a en passant. Il y a un animal d'ailleurs au-delà des chameaux qui permettait de passer, le seul d'ailleurs qui permettait de passer ces immenses cols, puisqu'on passait à des cols qui parfois faisaient 4000, 5000 mètres. C'est le yak, qui est une espèce de bœuf avec un très long pelage, et qui est très trapu et qui pouvait porter des charges énormes et qui était à peu près le seul à pouvoir ne pas s'enfoncer trop dans la neige et passer dans ces zones totalement inhospitalières et difficiles. Le poil de la queue des yaks, d'ailleurs, pouvait être très très long et c'était un symbole très utilisé dans les bâtons que portaient les guerriers mongols notamment. Et vous voyez ici là, une caravane dans l'Himalaya. Ouf, ils se disent, bon, ben voilà, il va falloir y aller. c'est assez effrayant. Mais bon, ils passaient. Voilà. Et donc, au milieu du 7e siècle, vous voyez qu'on a à peu près toutes ces routes qui commencent à se développer. Donc, il n'y a pas une route, mais il y en a quand même beaucoup, et qui hantent qui partent soit effectivement de la Crimée, de Constantinople, et puis qui passe effectivement au nord, pardon, de la Caspienne, qui contourne la mer d'Aral, et puis qui continue justement vers les grandes montagnes, et au-dessus donc du royaume du Tibet par le fameux Taklamakan, ou bien il y en a qui passent par la partie sud vers ce qui est aujourd'hui Kaboul et qui font par le sud du Taklamakan. Mais vous voyez ces routes sont restées toujours à peu près les mêmes. Et en fait, leur but, c'est d'atteindre
l'est de la Chine ici. Et même lorsqu'ils sont arrivés à Dunhuang, qui est une des premières oasis justement qui permettent de continuer au nord du Tibet, ils ne sont pas encore arrivés. Donc ce sont des voyages absolument terribles. Et vous voyez, je vous parlais tout à l'heure ici de Dunhuang, la nouvelle, l'oasis à la sortie. Bon, c'est une oasis relative, mais on voit, elle est quand même encore dans les montagnes, dans les sables, etc. Mais il y a quand même une énorme végétation et il y a des grottes qui sont là. Des grottes qui sont ici et dans lesquelles on a retrouvé un archéologue anglais, Orelstein, d'origine hongroise, a retrouvé début du XXe siècle des peintures pariétales d'origine bouddhiste phénoménales, qui est un des lieux les plus fréquentés, les grottes de Mogao, qui est un des lieux les plus fréquentés de Chine aujourd'hui, avec les fameux guerriers enterrés. Ici, bon, bien sûr, on revient à la religion et que le Tibet aujourd'hui donc est extrêmement bouddhiste, bien sûr, et on trouve dans ces régions-là justement ces fameuses grottes aux peintures pariétales d'une beauté extraordinaire, sachant que ça date vraisemblablement du 8e au 10e siècle après Jésus-Christ. Et pour traverser les déserts, quand on peut, les caravanes qui étaient environ de 500 000, peut-être davantage, chameaux, chevaux et bêtes en tout genre, et pouvaient transporter, étaient accompagnés de au moins d'autant d'individus, si ce n'est plus. Ceux qui étaient des transporteurs, les marchands eux-mêmes, mais aussi les aides à tous les animaux, les cuisiniers et malheureusement également tous les produits aussi, mais aussi beaucoup d'esclaves qui étaient pris au fur et à mesure des voyages et qui étaient vendus. Cette traite d'esclaves, notamment ceux qui avaient été pris dans les steppes du Nord, étaient vendus sur tous les marchés, parfois contre quelques pièces de soie simplement. Et ce marché a duré jusqu'au 19e siècle, la fin du 19e siècle, et parfois même encore plus loin, dans certaines contrées. Et pour s'abriter au cours du voyage, il était possible, lorsqu'on faisait une halte un peu longue, de mettre en place ces fameuses yourtes qui sont des tentes et qui étaient souvent tendues de tapis à l'intérieur pour être plus chaudes, un tapis de soie, et qui existent toujours aujourd'hui. C'est plutôt folklorique, mais on peut y aller, regarder comme c'est beau. Ce sont des tentes persanes, d'ottomanes, au milieu du XVIIe siècle, et c'est entièrement démontable, bien entendu. Et un des grands conquérants de cette période et qui a fait évoluer beaucoup les civilisations des deux côtés, c'est Tamerlan. Tamerlan qui était un Mongol, bien sûr, et qui s'est installé en grande partie à Bukhara. Bukhara, donc, qui est dans l'Ouzbékistan actuel, qui est à l'entrée donc des grandes percées vers le Pamir, et qui était musulman, qui était converti à l'islam, sachant que l'islam a fait une énorme percée, l'Empire ottoman a fait une énorme percée dans toute l'Asie centrale dès le 8e siècle, après Jésus-Christ, et toutes les religions anciennes ont quasiment été balayées, et c'est l'islam, de gré ou de force, donc qui a fait la conquête de toutes ces régions jusqu'en Chine, et même au-delà. Et donc il n'y a plus de représentation, iconographique
traditionnels qu'on retrouvait en Grèce, en Mésopotamie avant, il y a des représentations naturelles. Bon, vous connaissez très bien la différence donc entre ce qu'on appelle les chiites et les sunnites. Là, on est à Boukhara. Ça qui est assez encore intéressant, c'est un lieu absolument superbe, plein de ces majoliques, et qui représente ici des éléments, beaucoup d'éléments végétaux et géométriques, mais qui peut avoir aussi des figures humaines, choses qui sont totalement proscrites chez les sunnites. Et là, vous avez ce magnifique dôme d'un mausolée de l'épouse de Tamerlan, qui était Bibi Khanoum, et qui l'a fait élever lorsqu'elle est morte. Ce sont des endroits, vous voyez, ça c'est Samarcande. Je dois reconnaître que c'est un des plus beaux souvenirs de voyage que j'ai pu avoir. C'était absolument magnifique. Et donc c'est tout construit en briques. N'oublions pas qu'on est quasiment dans le désert, en briques et recouvert donc de majolique, c'est-à-dire de faïence. Gengis Khan, dont vous avez ici le paraphe. Gengis Khan, justement, aussi, reçoit des tribus, comme tous les souverains, en guise à la fois d'offrande et de dépendance. Et c'était indispensable si on voulait la paix, hein, avec l'un ou l'autre. On envoyait d'ailleurs facilement avec des présents, on envoyait facilement son fils ou sa fille à marier pour valider cela, et c'était pas évident. C'est d'ailleurs l'une des princesses chinoises qui vraisemblablement a emmené en Asie centrale, dans sa coiffure, elle avait emmené des cocons de soie. C'est comme ça que la soie s'est la sériciculture a pu se répandre. Bon, ça c'est un peu la légende, mais les Byzantins avaient déjà envoyé, l'empereur Justinien avait déjà envoyé des moines pour essayer de les avoir, et en fait on a pu développer la sériciculture un peu partout en Occident, avec en contrebande entre guillemets, je dirais. Ici vous avez les fameux caravansérails, qui étaient des étapes justement tout au long de la route de la soie, que ce soit en plein désert comme vous le voyez là, ou dans les villes. Et là, le mot, les Européens l'appelaient des fondouks. Le mot est devenu symbole un peu de grandes pagailles, de grands échanges, de palabres, etc. Et c'était tout à fait le cas, puisqu'on vendait les ballots de marchandises, on les échangeait, on discutait, on se ressourçait. Et ça, c'est une photo extraordinaire. Elle date de la fin du 19e siècle et montre qu'il y a encore, vous voyez, que les caravansérails étaient encore très utilisés à ces époques-là, avec tous les transports les empereurs Ming. Alors, la route de la soie, en fait, elle va s'arrêter, entre guillemets, telle qu'on la voit là. Elle va s'arrêter au milieu du Moyen-Âge, c'est-à-dire vers le XIIIe, XIVe siècle, enfin la fin du Moyen-Âge, et je vais vous expliquer pourquoi. Il n'empêche que là, je vous donne un coup d'œil pour montrer la virtuosité des savoir-faire en matière de tissage, de broderie de l'Empire chinois. Ça, c'est l'époque Ming, donc une époque relativement moderne qui va du XVIIe au XVIe siècle, et qui à la fois fige, je dirais, un peu les savoirs et en même temps les individus, et montre à quel point la soie a une importance de représentation extraordinaire et symbolique, puisqu'on retrouve sur ces robes toutes les symboliques, le dragon, ici avec sa tête, les fameux nuages, ce qu'on appelle le chi, hein, qui va se retrouver partout dans les broderies, et l'empereur que vous avez là avait ses colliers de perles, ici son collier de corail. Le corail faisait partie
le corail faisait partie des ce qu'on appelait les 7 trésors de Bouddha, et le corail, il n'y en avait pas en Chine, il était importé de Méditerranée. C'était quelque chose d'absolument très, très, très rare, très, très cher pour eux. Donc, vous voyez que les échanges de part et d'autre pouvaient être sur des produits très, 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 très rares des deux côtés, et symboliser également toute une imagination, et entretenir un peu à la fois les mystères, la magie, le merveilleux des deux côtés. Vous avez sur la droite ici l'impératrice Tsui, qui est qui a été la dernière impératrice chinoise, avant le dernier empereur, donc au début du XXe siècle, et qui porte encore ses habits extrêmement traditionnels et très, très riches des empereurs, alors que les empereurs Han, c'est-à-dire autour des premiers siècles, vous voyez, sont encore dans une espèce de sobriété, une grande sobriété de mise. Néanmoins, vous voyez que les motifs ici se retrouvent parfaitement, presque 20 siècles plus tard, sur les vêtements, d'où cette continuité énorme de la Chine. Et pareil, vous avez ici une impératrice Tang du 8e siècle et une Song du 13e, et chacune, vous voyez ici la folie des perles, restera, les perles venant de Ceylan en général, du nord-est de Ceylan, et ici, elle a ici un magnifique diadème de corail. Les vêtements, ici vous avez des manteaux et des tuniques perses du XIIIe, XIVe siècle, et on retrouve, vous voyez, la force des motifs dans les médaillons va être un des leitmotivs, on pourrait dire, de toutes les productions de soie d'un bout à l'autre de la route de la soie. Voilà. Et ici, on a des magnifiques robes en satin de la dynastie Qing du XIIIe siècle, une robe de ce qu'on appelle de sacrifice, c'est-à-dire pour les rituels à la fois religieux et de pouvoir des empereurs chinois, avec cette magnifique couleur jaune, le jaune étant une couleur du bonheur très prisée en Extrême-Orient, en Asie. Alors, c'est un peu, là, je passe pas du coq à l'âne, hein, parce que la même période en Occident a été très, très mouvementée, c'est-à-dire qu'en 1204, lorsque les croisés ont pris la ville de Constantinople, c'est une forme de trahison, puisque Constantinople était une ville chrétienne, orthodoxe certes, mais chrétienne, et en fait c'était la République de Venise qui a poussé, qui a gagné énormément d'argent à travers les croisades, puisqu'elle finançait, elle emmenait tous les croisés en bateau et fournissait tous leurs besoins, et elle voulait prendre Byzance, qui était en fait pour elle une espèce d'obstacle à la continuité de cette route de la soie. Et le développement justement de ces échanges avec cette Asie centrale, après la première chute de Constantinople et a fortiori après la deuxième par les Turcs, le sac en 1453, ont fait que les échanges directs de Venise avec le Proche et l'Extrême-Orient se sont développés dans des proportions absolument phénoménales, et que toute la soie, la fabrication de la soie, en grande partie passée par Byzance et dès lors passée par Venise, s'est étendue dans toute l'Italie et de là dans le reste de l'Occident. Vous avez justement ici, dans les grands passages et dans les grandes inventions, vous avez le papier en Chine, qui a été, on pense avoir inventé l'imprimerie. C'était non pas une erreur, une continuité, parce que de toute façon on ne le savait quasiment pas. C'est au 1er siècle, en fait, bien avant Jésus-Christ, pardon, 1er siècle après Jésus-Christ, que
un eunuque de la cour a eu cette idée d'émietter en fait des fibres de chanvre, de les mélanger à une sorte d'amidon, de glu, de le passer dans l'eau et il faut le remuer et ensuite le presser et on obtient, c'est la base du papier. Le problème de l'imprimerie en Chine est parti de la xylographure, c'est-à-dire que la gravure en creux, mais c'était très compliqué parce que les Chinois ne travaillent pas sur l'alphabet, mais sur des idéogrammes. Et il y a donc quelque chose comme 6000, la base est 6000 idéogrammes, donc les difficultés de l'imprimerie étaient très grandes. Et c'est Gutenberg, en fait, après, qui, grâce à l'alphabet, a pu faire la composition. Donc, disons que nos inventions sont relativement complémentaires, entre guillemets. Les Mongols, quant à eux, continuent avec les Persans à travers l'Empire perse à aller à la chasse, à se vêtir de beaux vêtements, à avoir de très très beaux chevaux, des chabraks magnifiques. Vous voyez que les différences de textiles là sont vraiment superbes. Et jusqu'à ce qu'un certain Marco Polo, fils de marchand de Venise, fasse quelque chose d'absolument inattendu, parte en Chine, où son père et son oncle étaient déjà venus par l'intermédiaire de leur travail de marchand en Crimée. Et ils avaient été reçus par l'empereur, vous voyez, c'est symboliquement présenté là, par l'empereur Kubilai de Chine, leur avait apporté des présents et ils avaient gagné énormément d'argent. Et le fils donc de l'un a transporté beaucoup de marchandises et a écrit son voyage jusqu'en Chine à travers, bon, c'est une histoire un peu compliquée, mais à travers des écrits qu'il aurait, pardon, un compte-rendu qu'il aurait dicté à un coprisonnier après de retour à Gênes. C'est le fameux livre des devisements et qui a donné beaucoup d'imagination, notamment à Christophe Colomb, Magellan, etc. Les Chinois ont aussi inventé la boussole au IIe siècle avant Jésus-Christ par l'intermédiaire de cette pierre magnétique qu'on appelle la magnétite et d'une cuillère en acier, ce qui a permis, ils l'ont pas utilisé tout de suite, mais ce qui a permis ensuite de faciliter énormément la navigation, notamment la navigation des Vénitiens. Justement, à partir de ce moment-là, quand les voyages commencent par voie maritime sont devenus plus sûrs et plus efficaces, on commence à pouvoir relever un petit peu des cartes. C'est ainsi qu'on a une magnifique carte d'un Niccolò de Conti, qui est un Italien vénitien, qui avait voyagé jusqu'en Chine et qui a fait des relevés. Donc, bon, même si ça nous paraît encore un peu fantaisiste, ce sont déjà des choses extraordinaires. Et à ce moment-là, les Chinois ont eu l'idée également de voyager eux-mêmes et ont fait ce qu'on appelle des jonques marines, vous voyez, au XIVe et XVe siècle, qui avaient dans l'idée de venir justement jusque dans les pays occidentaux. Et dites-vous bien que ces jonques pouvaient faire jusqu'à 140 mètres de long. C'était vraiment des paquebots hein, par rapport à nos bateaux. Mais à ce moment-là, la Chine commence malheureusement à se fermer avec des guerres intestines absolument terribles. Et donc, en même temps que l'Occident va se développer, la Chine va commencer malheureusement un peu à se fermer. Et en revanche, on va garder beaucoup d'échanges avec la Perse, avec toute l'Asie centrale. Et c'est ainsi qu'on retrouve, vous voyez, des fameuses miniatures persanes qui sont de toute beauté, qui vont voyager jusque chez nous. Celle-là est intéressante parce que le chat
hein, le Shah de Perse et son épouse Mumtaz Mahal sont habillés exactement de la même façon, ce qui est rarissime dans des pays musulmans. Ils ont les mêmes bijoux, exactement les mêmes atours. Et on sait que ça va mener loin puisque Mumtaz Mahal, en fait, est morte assez jeune et le Shah Jahan lui a fait comme mausolée le fameux Taj Mahal. Vous connaissez. Pendant ce temps, on revient un petit peu chez nous, parce que les fameuses soies que l'on avait, les somptueux brocarts Damas qui étaient en Occident, en fait, les bases venaient, ça c'était des soieries qui venaient d'Italie à cette époque-là, de même que les fourrures venaient par la Crimée, venaient de Sibérie. Toutes les soies venaient de ces pays-là. Vous voyez que les deux grands monarques, que ce soit François Ier et Henri VIII, en fait, étaient tous habillés de soie, de brocart et autres. Et tout cela, François Ier a commencé à implanter un peu la soierie en Europe. Et je vous montre ici le fameux camp du drap d'or, hein, bien connu en 1520 entre les deux justement souverains, où il était connu que tout était, les fameuses tentes où ils se sont rencontrés, ça n'a d'ailleurs pas abouti, étaient des tissages de soie et d'or. Le changeur et sa femme, vous voyez que l'or également était sous forme bien sûr de monnaie. On est ici aux Pays-Bas, qui vont prendre le relais après un peu de la route de la soie par l'intermédiaire par les voies maritimes. Et bon, il y a toute une symbolique derrière, mais on voit la richesse qui se développe en Europe. Même Louis XIV va recevoir les fameuses ambassades du roi de Siam en septembre 86 à Versailles. C'était un événement absolument phénoménal de recevoir quelqu'un d'aussi loin, une ambassade d'aussi loin. Et les Asiatiques, les habitants du Siam ont amené énormément de présents à Louis XIV, et vous savez que pour eux, l'empereur était d'essence divine, et donc ils avançaient sans jamais lever les yeux, et voilà, ce qui avait beaucoup étonné, bien sûr, la cour de Louis XIV. De même, lorsque l'ambassadeur de la Sublime Porte, donc de Turquie, de Perse, était venu plus tard, mais avec moins de succès, semble-t-il. Ici, vous avez un grand amiral de la flotte hollandaise, justement, et regardez son vêtement tout en soie brochée, son manteau ourlé de martre. En fait, il s'habillait, et son chapeau à la mongole, en fait, il s'habillait exactement à l'oriental dans les pays où ils allaient. Et en fait, c'était des vêtements finalement assez confortables. Donc, vous voyez que l'osmose, hein, est souvent très grande. On a aussi, là je vous ai fait quelques échantillons, hein, si l'on peut dire. Vous avez les pagodes chinoises, celles-là datant du XIIe siècle, qui sont devenues très à la mode. Elles sont issues non pas de Chine, mais d'Inde en fait, hein. C'est la Chine qui a emprunté ça à l'Inde. Et vous voyez qu'en Europe, elles ont eu énormément de succès dans le XVIIIe siècle. On a fait des pavillons chinois, on imaginait des choses merveilleuses, dorées. Ça, c'est à Potsdam, Frédéric II. De même, le thé, hein, qui vient d'Inde, de Chine, toujours venu de Chine, qui continue en grande partie à venir de Chine, donc à produit autour de la culture du thé quantité de très beaux produits, les boîtes à thé, les lacs. Le thé était sous forme souvent de plaques, et on va voir parmi les chemins qu'il a empruntés pour venir. Vous voyez que ça, c'est au XIXe siècle. Il y a encore les porteurs de thé, les porteurs de briques de thé. C'est assez énorme quand on pense que nous, on profitait, c'est beaucoup dire, mais disons qu'on aime toujours boire le thé. On n'imagine pas toute cette dureté qu'il pouvait y avoir, dans cette vie, dans cette exploitation, entre guillemets. Et dans les derniers
les dernières dynasties, les dynasties mandchoues, il y avait encore beaucoup de richesses. Il y avait aussi, comme on peut le voir là, beaucoup de diversité, mais aussi beaucoup de difficultés internes. Et il n'empêche que l'influence chinoise, vous voyez, est toujours restée chez nous. Vous voyez ici Madame de Pompadour en sultane avec son esclave noir, et puis une des grandes chinoiseries les plus célèbres de Paris, qui est le salon chinois dans la maison de Victor Hugo, place des Vosges, très étonnant. Et on a toujours, bon là c'est la Chine d'aujourd'hui, entre guillemets, avec Pékin, qui est donc sa capitale, Dunhuang, vous vous en souvenez, et toute cette région, vous voyez, où il y a finalement peu de développement, et ça va être le grand sujet justement de l'évolution de la Chine, on va en parler. Et si aujourd'hui la route de la soie est un mode un peu d'exploit souvent pour les échanges, mais aussi pour le tourisme. Vous voyez que ça existe, hein, c'est contemporain, hein. Ça reste quand même encore un peu aventureux, quoique, on va le voir, vous avez du tourisme ici, hein, dans le désert, et vous voyez l'énorme fil qui se profile, et on a cette évolution phénoménale. On a une représentation ici un petit peu allégorique, je dirais, de la route de la soie au XVIe siècle. Et puis vous avez actuellement ce que justement Xi Jinping, je sais qu'il n'est pas un empereur, mais pas loin, de la Chine, veut absolument développer dans sa nouvelle idée de la route de la soie qu'il a commencé à mettre en pratique déjà depuis 2013-2015, et où, vous voyez, il a commencé en accord avec les pays traversés, ce qui n'est pas simple aujourd'hui. Il faut regarder cette route à droite, hein, qu'il a mise justement en chantier, et qui existe quasiment. Les premiers trains, vous voyez, les trains de conteneurs vont jusqu'en Allemagne maintenant depuis 2016, et ils mettent 12 jours à peu près pour aller là-bas, ce qui est finalement assez court. Le gros problème, bien sûr, actuellement géopolitique, vous le savez, c'est la guerre en Ukraine qui entraîne la résistance par rapport au passage des Chinois de nombreux pays, dont le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tibet, bien entendu, comme d'habitude, et puis, mais qui arrive petit à petit. Et les routes maritimes en passant par le canal de Suez, avec les énormes conteneurs que l'on connaît aujourd'hui, qui mettent à peu près 2 mois en gros pour arriver de port en port. Et il y a les routes, finalement les routes terrestres, ce qu'on appelle aujourd'hui les autoroutes, que les Chinois sont en train de construire, qu'ils ont construit déjà en grande partie, puisqu'ils ont passé toute cette partie-là, sachant que normalement par la route, par camion, on doit pouvoir on pense faire le Pékin, l'Occident, pratiquement en quelques jours seulement, donc un grand gain de temps. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, pardon, je suis allée un peu vite. Pardon. Voilà. Et pour voilà.
Voilà, je vous ai mis ceci à la fin parce que nous sommes bientôt à Noël. Les rois mages vont arriver bientôt. Est-ce qu'ils viendront par avion? Est-ce qu'ils viendront par train? Est-ce qu'ils viendront par bateau? Nous apporter l'or, l'encens et la myrrhe. Mais malgré tout, même si derrière cela, il y a beaucoup d'imagination, beaucoup de, j'allais presque dire un peu de poésie, il y a quand même aussi une réalité. Ce sont ces échanges qui restent toujours vivaces et qui sont entrés maintenant dans notre propre culture et qui sont même devenus donc des traditions, et notamment en Provence. C'est la raison pour laquelle je vous ai montré tout ça. Voilà, j'espère que même rapidement, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu tous les enjeux, l'histoire de cette route de la soie. Et il y a énormément de littérature là-dessus. Il y a il y a de la musique, il y a des opéras et il y a du théâtre, il y a beaucoup de choses autour de la route de la soie. N'hésitez pas à chercher des renseignements, à comprendre, c'est très intéressant. Et en tout état de cause, je suis à votre disposition pour répondre à quelques questions. Et